lancer et on va aussi lancer celui-là. Voilà, c'est bon. Donc, nous allons faire le corrigé de la séance 3, qui est la tenue d'une assemblée générale de SARL. Alors, on a eu un travail qui nous a été remis, qui fait pas tout à fait 2 pages, et pourtant là, on aurait pu faire plus long. Et qui montre évidemment un certain nombre de connaissances théoriques, mais pas beaucoup de connaissances de la pratique, ce qui est normal. C'est tout à fait normal, voilà. Effectivement. Et oui, alors non, simplement quelques remarques de forme qui sont mises en ligne. À un moment, je ne sais pas pourquoi il est précisé que M. Lenormand est le gérant non commerçant. Ben oui, mais alors pourquoi l'indiquer? Et puis, un peu plus loin, il est fait mention de l'éventualité d'un commissaire aux comptes, et ça, c'est quelque chose sur laquelle on reviendra. On reviendra, oui. Sachant qu'il faut coller à la réalité, c'est-à-dire par rapport donc aux éléments qui vous étaient communiqués, vous savez que les seuils pour la désignation d'un commissaire aux comptes sont relativement élevés en matière de SARL, puisqu'on va parler de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 50 salariés. Enfin, donc on est sur des critères qui n'ont absolument rien à voir avec la petite affaire qui nous intéresse aujourd'hui, et pour laquelle, je vous rappelle, c'est la première assemblée. Donc c'est la première approbation des comptes après la Constitution. Donc effectivement, il y a des particularités qui sont liées à cette première assemblée, et en particulier la reprise des engagements qui auraient pu être pris pour le compte de la société. Et donc, bien évidemment, il est important que cette reprise soit formalisée à l'occasion de la première assemblée, puisque effectivement, ça déchargera les associés des engagements qu'ils auraient pu prendre pour le compte de la société. Cette reprise n'est pas automatique, il faut effectivement que l'Assemblée reprenne et détaille les engagements qui auraient pu être pris pour son compte à l'occasion de sa constitution. Ça fera partie justement des éléments de l'ordre du jour. Alors effectivement, on commençait à dire que là, c'était la première assemblée. C'est la première assemblée. De toute façon, on peut dire qu'en principe, pour la tenue des comptes, il y a une assemblée générale annuelle. Voilà. Pour toutes les sociétés. Pour toutes les sociétés, y compris les sociétés civiles, ou même les sociétés en participation, ou sociétés créées de fait, il est évident que le Code civil prévoit la réédition des comptes, c'est-à-dire que le gérant de la structure soumet à son co-associé ou aux autres associés les comptes de l'exercice écoulé. L'une des caractéristiques, mais ça on va le retrouver dans tous les pays, on a un exercice qui a une durée de 12 mois, sauf cas exceptionnel de prorogation ou de diminution de la durée de l'exercice pour des raisons bien particulières. Par exemple, ne serait-ce que de l'entrée dans un groupe, et pour des problèmes d'intégration fiscale, on va caler la date de la société, la nouvelle société, sur les dates de clôture des autres sociétés. Donc effectivement, on peut avoir des modifications de date de clôture, donc de durée de l'exercice, mais simplement une fois à l'occasion justement de cette modification de la date de clôture. Et le premier exercice Le premier exercice peut faire 18 mois, 19 mois, 20 mois. C'est les associés qui décident à l'occasion de la signature des statuts quelle sera la durée du premier exercice social. Bon, là ils sont 2, ils ne pourraient pas faire une consultation écrite. Non, c'est le seul cas où effectivement la consultation écrite est interdite. L'Assemblée doit se tenir effectivement à l'occasion de l'approbation des comptes. D'autres décisions peuvent faire l'objet d'une consultation écrite, agrément d'un nouvel associé, augmentation de capital, réduction de capital ou autre, mais l'approbation des comptes, l'Assemblée ordinaire annuelle, elle doit se tenir. Et on va retrouver ces mêmes obligations, par exemple dans la SAS, où on peut avoir des consultations écrites, sauf à l'occasion de l'approbation des comptes. Et s'il n'y a qu'un associé, c'est une Alors c'est une URL, il faut distinguer 2 choses. Il faut distinguer si l'associé unique est gérant. À ce moment-là, c'est simplement une décision qui est prise par l'associé unique gérant. Si le gérant est différent, à ce moment-là, effectivement, c'est le gérant qui va présenter les comptes et les résolutions qui feront l'objet d'une décision prise par l'associé unique. On a bien cette distinction opérée entre le gérant non associé et le gérant associé unique de l'URL. Alors, ce qui n'a pas du tout été vu dans la contribution, on ne va pas dire le devoir, parce que ça fait puéril, la contribution qui nous a été remise, c'est l'aspect comptable. C'est-à-dire, on est bien d'accord, c'est pour l'approbation des comptes, et là, il faut quand même rappeler le processus, d'abord d'élaboration des comptes, qu'on verra d'ailleurs dans la vidéo qui sera diffusée ensuite, mais qu'on peut rappeler donc approbation des comptes, c'est le bilan, c'est... Alors effectivement, la loi est très claire sur ce point-là, on doit approuver donc le bilan. Alors le bilan c'est quoi? C'est actif, passif au jour de la clôture de l'exercice. Je vous rappelle que en règle générale, on va avoir des clôtures d'exercice, dans la majorité des cas ce sera le 31 décembre, donc on va coïncider avec l'année civile.
Mais de plus en plus, à la demande des experts comptables, on a des dates de clôture qui s'échelonnent sur toute l'année civile. C'est à la demande des experts comptables. À la demande des experts comptables, en général, pour la charge de travail, pour répartir la charge de travail dans l'année. Nous, en tant que professionnels, ça ne nous dérange pas. On constate les pointes, c'est 31 décembre et 30 septembre. C'est les plus grosses pointes que l'on ait en termes de date de clôture. Donc, arrêtez des comptes. Donc, on a, si vous voulez, chronologiquement, comment ça se passe, on va déterminer le compte de résultat, on va déterminer le chiffre d'affaires, les charges qu'on a pu engager au titre de l'exercice. Ça nous donnera un résultat qui supportera l'impôt, il y aura des éléments exceptionnels qui vont venir impacter ce résultat qui, courant avant impôt, à partir duquel on calculera l'impôt sur les sociétés si on est bénéficiaire. Et on va retrouver donc ce résultat dans notre bilan, au passif du bilan. Le bilan étant lui la photographie des biens dont on dispose la société. À l'actif, les immobilisations, corporelles ou incorporelles. Dans le cas qui nous intéresse, on avait acheté le fonds de commerce, donc on va le retrouver à l'actif immobilisé du bilan. Le stock éventuellement, mais dans notre activité là, qui nous concerne, les stocks sont relativement faibles. Et ensuite, les valeurs réalisables et disponibles, c'est-à-dire ce qu'on peut avoir comme trésorerie ou éventuellement des créances sur des clients. Et au passif, l'état des dettes, dettes à long terme, c'est-à-dire l'emprunt qu'on a pu contracter pour acheter le fonds de commerce, et puis les dettes courantes, éventuellement le découvert bancaire si on a du découvert, le compte fournisseur et les dettes fiscales et sociales. Donc on va demander, donc ça c'est les documents les plus importants, et on a l'annexe qui est établi par le gérant aussi et qui va comporter un certain nombre de renseignements, que ce soit sur l'état du passif, l'état de l'actif, ainsi de suite, les amortissements, les provisions qui ont pu être placées, enfin donc toute une série de documents que l'on va retrouver dans l'alias fiscal, c'est-à-dire qu'il faut faire un parallèle quand même entre l'alias fiscal qui est très complète et bilan, compte de résultats et annexe, où on retrouvera toujours les mêmes informations. L'alias fiscal est plus complète. L'alias fiscal est plus complète que le bilan et compte des résultats que l'on peut avoir en formule libre, en formule cabinet. Donc, effectivement, ce sont des documents qui sont relativement complexes, avec beaucoup d'éléments qui sont renseignés. Et donc, ces éléments qui vont être établis sous la responsabilité du gérant, qui vont être présentés aux co-associés ou aux autres associés de la société. Et normalement, si on raisonne sur un exercice qui est clos au 31 décembre, on a 6 mois pour tenir l'Assemblée. Voilà, sauf dérogation accordée par le président du tribunal de commerce. C'est vraiment l'exception. C'est indiqué dans voilà. Mais c'est vraiment l'exception et il faut quand même des raisons qui soient valables. C'est toujours un problème particulier dans la mesure où si pour une raison quelconque on est en retard pour l'établissement des comptes, dans les sociétés où un commissaire aux comptes n'a pas eu le temps d'intervenir parce que l'arrêté des comptes a été tardif, effectivement, on peut solliciter du président du tribunal de commerce un report pour la date de tenue de l'Assemblée. La chaîne de production, c'est le comptable d'abord, éventuellement le commissaire aux comptes, s'il y en a un. Et ensuite, on va dire le conseil juridique. Ensuite, le conseil juridique qui va préparer cette approbation des comptes. Donc ça veut dire, si on raisonne en amont, si on fait un rétro-planning, comme on dit aujourd'hui, si on veut tenir avant le 30 juin... Il faut que les convocations partent avant le 15 juin, et que matériellement, il y a le temps de traiter le dossier et de collecter les informations. Le bilan, c'est quand alors le bilan, la date de bilan, en général, c'est lié à la date de liquidation de l'IS. Traditionnellement, c'est au 15 avril. Pour une société qui clôture au 31 décembre, liquidation de l'IS au 15 avril, communication des comptes à l'administration début mai. Alors maintenant, il y a les procédures qui sont liées à la télétransmission, donc des informations comptables, où là, les délais sont plus longs. En 2015, par exception, la liquidation IS au 31 décembre se fait au 15 mai, donc il y a un délai qui est rallongé de 30 jours. Tout ça pour dire qu'effectivement, quand vous avez liquidation IS au 15 mai, ça devient compliqué d'avoir le bilan rapidement pour préparer l'Assemblée, sachant que si l'Assemblée est convoquée avec l'ensemble des documents, donc bien évidemment, on va retrouver dans les éléments que l'on envoie, on va retrouver donc le rapport de gestion, on va retrouver l'ensemble bilan, compte de résultats et annexes, le texte des résolutions. La loi oublie de la loi le rapport spécial sur les conventions, là, donc, qui ne sont pas évoqués dans le rapport spécial. On n'est pas tenu de l'envoyer avec les convocations. Donc ça, c'est vraiment un oubli de la loi parce que
On voit aujourd'hui, par exemple, dans la dernière réforme sur les sociétés anonymes, on est obligé de rappeler dans le rapport de gestion les principales conventions. Donc, ça on va le détailler après parce qu'effectivement c'est autre chose. Donc là c'était un peu l'aspect comptable parce que c'est une assemblée qui statue sur les comptes, mais en même temps il y a très souvent d'autres choses qui sont à l'ordre du jour. Et alors notamment il y a toute cette histoire qui n'est effectivement pas évoquée dans le travail en question, qui apparemment représente beaucoup de choses et beaucoup de difficultés, c'est les conventions qui doivent être les conventions réglementées. Conventions réglementées, c'est-à-dire les opérations qui ont pu intervenir entre la société et un associé, ou la société et une autre société dans laquelle on va retrouver des associés communs. Prenons l'exemple classique d'une société à responsabilité limitée qui est hébergée dans des locaux qui appartiennent à un des associés ou à une société civile immobilière dans laquelle on va retrouver le ou les mêmes associés. Effectivement, ce sont des conventions qui sont réglementées. Le principe des conventions réglementées en SARL, c'est que c'est une ratification a posteriori, c'est-à-dire à l'occasion de l'Assemblée. Il n'y a pas d'autorisation préalable à la convention. Le petit souci que l'on peut avoir, c'est lorsque c'est une ratification a posteriori, l'associé concerné ne peut pas voter. Bon, ça veut dire que si vous avez un associé qui a 99%, il ne peut pas voter sur l'approbation de cette assemblée. Pour peu qu'il y ait des complications avec son associé qui a 1%, il peut être mis en difficulté alors qu'il a 99% du capital. Donc c'est pourquoi, si vous voulez, les conventions, en règle générale, lorsqu'on en est informé, on les autorise a priori, et dans ce cas-là, l'associé concerné peut prendre part au vote. Là, on est toujours dans la SRL. Toujours dans en fait, on a le choix entre deux possibilités. Voilà. La loi, normalement, c'est la ratification. A posteriori. Mais on peut faire autoriser. On peut très bien faire une autorisation préalable. Et là, l'associé peut voter. L'associé concerné peut voter. C'est très intéressant. Et là, on ne ratifie pas après. On peut ratifier, mais c'est pas à partir du moment où ça a été décidé. Parce que dans les SA, il y a les deux, non? Il y a autorisation puis ratification. Alors, dans les SA, on a deux choses. On a une autorisation préalable par le conseil d'administration. Et pour le cas où on n'est pas de ratification préalable, d'autorisation préalable, pardon, il y a une procédure qui permet effectivement à l'Assemblée de ratifier les conventions, à condition effectivement que ça fasse l'objet d'une mention dans le rapport du commissaire aux comptes, et que on précise les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu d'autorisation préalable. Alors, mais normalement, l'autorisation suffit. L'autorisation préalable suffit. Le point idiot dans lequel auquel on peut être confronté, c'est que vous avez un conseil d'administration qui a par exemple 4 administrateurs, et que même si c'est purement théorique, vous n'avez plus que 4 actionnaires dans votre société anonyme, et ce sont les 4 administrateurs. Donc l'Assemblée ne peut pas délibérer sur des conventions, puisqu'on va retrouver les mêmes intervenants, conseil d'administration et Assemblée. Je suis en train de penser à un truc, c'est peut-être idiot, mais souvent les questions idiotes sont les meilleures. Dans un conseil d'administration, quand on vote par tête. Oui, c'est un homme. Tiens, par contre, un homme, une voix. Il y a un administrateur qui a une action. Il a les. Voilà. Donc on peut faire autoriser éventuellement par le conseil d'administration à une majorité en hommes. Quelque chose qui en fait ne rencontrera pas l'accord de la majorité de l'Assemblée, bien sûr. Okay. Bon, ça c'est ce qu'on peut rajouter à l'ordre du jour. Et est-ce qu'il y a souvent d'autres choses à l'ordre du jour de cette Assemblée? Il y a des mentions purement fiscales qui vont concerner le montant des dividendes qui auraient pu être versés au cours des 3 précédents exercices. Bon, là, on n'est pas concerné puisque c'est le premier exercice. Le montant des dépenses somptuaires, les dépenses somptuaires, ça va concerner les amortissements qui ont pu être pratiqués, qui ont été réintégrés à l'occasion de la détermination du résultat fiscal. Par exemple, pour les voitures de société, les ça, c'est fiscal, en fait. Ça, c'est ces obligations purement fiscales. Donc, et je pense et les dépenses somptuaires. Alors là aussi, c'est pour faire avancer la discussion. Si on a envie de virer le gérant, alors on peut virer le gérant, il faut voir bien évidemment ce qui est prévu dans les statuts en termes de majorité. Ça peut être une majorité simple. On n'est pas obligé de le prévoir à l'ordre du jour. Il faut clairement, effectivement, sachant qu'il y a un principe à respecter. Il y a un principe à respecter qui est le principe du contradictoire, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'en société anonyme où on peut révoquer un administrateur ou un dirigeant ad nutum, c'est-à-dire un simple signe de la main. En SARL et en SAS, il faut effectivement respecter le principe du contradictoire.
et que cette révocation n'ait pas un caractère vexatoire. Ou... Ouais, donc il faut bien que lui, il soit prévenu. Il faut, et tout au moins qu'il puisse présenter sa défense, c'est-à-dire que... là, on se prend la queue, pourquoi? Parce que c'est le gérant qui convoque, donc le gérant ne va pas inscrire à l'ordre du jour, même si on lui demande sa propre révocation. Donc... Oui, parce qu'effectivement, dans le devoir qui nous est remis, on dit que ça peut éventuellement être... ça peut être les commissaires aux comptes qui convoquent, mais quand on est dans une SRL, c'est le gérant. Voilà, c'est de la compétence du gérant. Donc on peut arriver à des choses qui sont relativement infernales, où imaginez que pour une raison quelconque, vous avez une durée d'exercice de 21 mois, vous avez un gérant omnipotent qui a tous les pouvoirs, et pour le révoquer, il faut attendre qu'il veuille bien convoquer une assemblée. À ce moment-là, il faudrait passer, en l'absence de commissaire aux comptes, il faudrait passer par une procédure en référé, qui est une procédure contradictoire. Vraiment, je veux dire, ça devient très compliqué. Soit l'administrateur provisoire. De convoquer l'assemblée. Voilà. Donc ça devient très très lourd. On est sur paradoxalement, le gérant de SRL a beaucoup de pouvoir par rapport à un dirigeant de société anonyme ou de SAS, il a plus de pouvoir. Et alors supposons qu'on ait par ailleurs à modifier des statuts, donc on sait que là, à ce moment, il faut qu'il y ait, quelquefois c'est sur des virgules qu'on modifie les statuts, il faut une assemblée générale extraordinaire, on peut faire les deux en même temps ou... On peut faire les deux, à ce moment-là, ça peut être une assemblée générale mixte. Pour des raisons de commodité, on peut très bien prévoir deux assemblées, parce que en fonction de la composition du capital, pour peu qu'il y ait eu un démembrement de propriété sur les parts, on n'aura pas les mêmes votants. Donc c'est pour ça qu'on va faire deux assemblées distinctes. S'agissant d'une AGE, en règle générale, ce sont les nus propriétaires qui vont voter, donc ce seront eux qui seront convoqués, ce ne seront pas les usufruitiers qui voteront à cette occasion-là. Donc il faut quand même être très vigilant justement sur la nature de l'Assemblée, sur les personnes qui vont être convoquées. Lorsque les parts sont dans l'indivision, qui est le représentant de l'indivision auprès de la société, c'est des choses qui sont relativement complexes et sur lesquelles il faut être très très vigilant. Ça justement, on va y revenir parce que là, ce qui était prévu ensuite, c'est qu'on donne le calendrier, mais en fait le calendrier, tu l'as pratiquement donné. Voilà. Alors juste une précision par rapport aux documents qui sont envoyés à chacun des associés. Donc on rappelle, bilan, compte de résultats et annexes, rapport de gestion. Il n'y a pas d'obligation légale d'envoyer le rapport spécial sur les conventions qu'on vient d'évoquer. Et surtout, vous devez envoyer un pouvoir, puisqu'un associé peut se faire représenter en général par un autre associé ou son conjoint à l'occasion de la tenue de l'Assemblée. Et le pouvoir est un élément indispensable que vous devez joindre à l'ensemble des documents. Oui, parce qu'il y a des mauvaises langues disent que quelquefois les assemblées générales, notamment dans les petites sociétés, ça ressemble à rien, c'est symbolique. C'est symbolique dans la mesure, mais par contre il est indispensable, si vous ne la convoquez pas, d'avoir sur un procès verbal la signature de tous les associés. Ouais. C'est le seul cas où on va couvrir la nullité de la société du fait d'absence de convocation. Mais alors ça veut dire qu'il y a même des cas dans lesquels on ne convoque pas. Voilà, tout à fait, parce qu'on sait que les associés, il y a deux associés, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais en règle générale, de toute façon, la loi nous fait obligation de convoquer à peine de nullité l'Assemblée, et c'est la pratique qui veut qu'on soulage effectivement le formalisme, parce que c'est une raison de coût aussi, parce que... parce que la convocation se fait comment? On peut envoyer des SMS? Non, normalement aujourd'hui les convocations se font par lettre recommandée simple, on n'est pas obligé de faire une recommandée avec accusé de réception, donc on peut faire un recommandé simple, mais il y a un coût qui est lié à cette préparation de l'Assemblée, et effectivement une Assemblée qui se tient à la bonne franquette où on signe le procès verbal, comme ça, après avoir évoqué les principaux postes du bilan. On dit qu'on ne va même pas convoquer. Là. Alors voilà, on ne va pas convoquer, mais ça c'est plutôt un aspect pratique qui fait que, aussi du point de vue pratique, c'est pas possible de convoquer toutes les CRL, c'est trop lourd. Ah, d'accord. Ouais. Et alors sinon, par le système de la représentation, on peut très bien imaginer qu'il y ait une seule personne... Alors, on peut recevoir combien de procurations en fait? Alors, le seul cas c'est pas limité, le seul cas, c'est dans une société où il y a deux associés, l'un ne peut pas donner pouvoir à l'autre. Il faut qu'il y ait les deux associés qui délibèrent. Donc, dans notre cas, on ne peut pas donner pouvoir? Non, on ne peut pas de pouvoir. C'est le seul cas. Le coup, là, parce que c'est assez paradoxal. Je te crois sur parole, mais je sais pas, je comprends pas d'où ça vient. On vérifiera si tu veux, mais on regardera, puis on fera un addendum, parce que je vois pas pourquoi. Et alors, supposons par exemple qu'il y ait 3 ou 4 associés, pas de problème. Mais donc il peut très bien y avoir qu'une personne qui est là, et qui peut être le gérant, comme on dit, omnipotent.
Je me demande si un gérant, il ne faudrait pas l'appeler omnipotent. Ça pourrait être un nom pour un gérant, omnipotent. Particularité, c'est-à-dire dans une société, dans une SRL où le gérant n'est pas associé, ce n'est pas lui qui préside l'Assemblée. C'est un associé en général. On élit. Voilà, on va désigner un président de l'Assemblée qui sera soit le plus âgé, soit celui qui a le plus de parts et qui présidera l'Assemblée. Le gérant non associé, en général, bien évidemment, il assiste à l'Assemblée, mais ce n'est pas lui qui la préside. Il faut faire attention à ça. Et pratiquement, l'avocat, il fait quoi l'Assemblée, admettons, il y a une vraie Assemblée qui se tient, il y a plusieurs associés. Le rôle de l'avocat dans ce cas-là, c'est quoi? L'avocat, lui, il y a deux choses. Il y a le chiffre et la lettre, en gros. L'expert comptable, lui, pourra donner des précisions sur les... L'expert comptable est là. L'expert comptable est là, bien évidemment, et si on a un commissaire aux comptes, bien évidemment, il sera là aussi. L'expert comptable va pouvoir donner des précisions aux associés sur certaines questions qu'ils peuvent poser sur le détail des comptes, et l'avocat, lui, va expliquer effectivement les aspects juridiques liés à cette approbation des comptes, le commissaire aux comptes, lui, validant ou pas, ou plus ou moins, les comptes qui lui sont présentés. En règle générale, les réserves que peuvent formuler les commissaires aux comptes sont dans des cas bien précis où la société rencontre de grosses difficultés, ou si vraiment il y a une mésentente. Ça sera une autre histoire. Ouais, ça c'est une autre histoire. Et en fait, quand même c'est le technicien, l'avocat, donc est-ce que d'une certaine manière c'est... Enfin, on ne va pas dire qu'il supplée le président, ça c'est pas possible, mais il aide le président, il fait le secrétaire, il fait le secrétaire, c'est lui qui va lire les résolutions, qui va expliquer la teneur des résolutions aux associés présents. C'est très souvent le cas, l'avocat qui va suppléer effectivement le président. Oui, parce que le président, souvent, dans le cas qui nous intéresse, c'est pas lui qui a rédigé les résolutions, donc ce qui compte, c'est qu'effectivement, ils comprennent ce qu'ils signent, et on est là pour leur expliquer effectivement quels sont les documents qu'ils vont signer, et ce à quoi ils s'engagent effectivement en signant ces documents. Au même titre que l'expert comptable peut expliquer les responsabilités des dirigeants à l'occasion de la signature du bilan, quoi. Et alors, une fois l'Assemblée Générale tenue, d'abord il y a un déjeuner. Alors, en général, il y a un déjeuner fort arrosé, mais ça c'est effectivement une autre histoire. Puis sachant que c'est complètement tombé en désuétude, c'est devenu vraiment l'exception aujourd'hui. Alors après, il y a tout ce qui va concerner le dépôt des comptes. Alors, soit des décisions ont été prises et nécessitent des formalités spécifiques. On pouvait parler d'une augmentation de capital. Mais si on a modifié les statuts. Voilà, si on a modifié les statuts, on a révoqué le gérant. Enfin, on a touché à des informations qui sont communiquées à l'occasion de la constitution de la société. À ce moment-là, il y a une publication et on fait des formalités. Après, on va se poser la question, on est sur des petites structures qui font moins de 700 000 € de chiffre d'affaires. On va se poser la question de savoir si on va demander au tribunal de commerce la confidentialité ou pas des comptes. Aujourd'hui, vous pouvez effectivement... oui, il y a une procédure spéciale. Alors, il y a une procédure spéciale dans laquelle les associés demandent à ce que... On n'est jamais dispensé du dépôt, mais on peut demander, dans certains cas de figure, la confidentialité des comptes, c'est-à-dire que le greffier constate que vous déposez les comptes, mais s'engage à ne pas les communiquer à un tiers qui les demanderait. Alors, c'est une obligation... c'est une possibilité qui est ouverte aux petites sociétés, donc qui font moins de 700 000 € de chiffre d'affaires. Par contre, si c'est une société holding, même si elle fait moins de 700 000 € de chiffre d'affaires, on est obligé de déposer les comptes avec possibilité de les communiquer au tiers. Il faut rappeler que des petites sociétés peuvent quelquefois être en position de holding, avec voilà. des petites formes. Mais là, tant qu'on y est, justement, une holding sous forme de SARL... c'est courant. Ça existe, ça. Ça existe. Ah, on va retomber sur les mêmes cas de figure que l'on avait auparavant, qu'on évoquait à l'occasion de la Constitution, donc statut social du gérant. On peut tout à fait avoir une SARL ou une URL même qui détient d'autres participations dans des sociétés et qui a un rôle de holding, c'est tout à fait envisageable. Le gérant étant majoritaire, pendant le cas qui nous intéresse, il sera soumis au statut TNS. Oui, c'est pas forcément des SA ou à l'inverse des SNC. On se rend compte en général que les holdings souvent seront des SARL ou des SAS. Et dans des cas bien particuliers de petites structures, ce seront souvent des sociétés civiles qui auront ce rôle de holding, une société civile avec option IS. D'accord. Donc,
Bon, c'est vrai qu'il y a une chose, mais on ne va pas en dire plus parce que ça serait beaucoup trop long, qu'on a à peine évoqué, mais il faut signaler aux étudiants que c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est la question des droits de vote quand il y a une indivision ou quand il y a un démembrement entre usufruit et nue propriété. Ouais. Bon, en gros, quand il y a une indivision, normalement, il y a quelqu'un qui représente l'indivision. Il y a quelqu'un qui représente l'indivision. Et qui est désigné comment qui est désigné par une décision des indivisaires, qui vont désigner leurs représentants. Il faut dire notamment que c'est en cas de décès d'un associé. Voilà, en cas de succession, effectivement, on demande aux indivisaires de désigner leurs représentants. Et s'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent demander au tribunal. Ils peuvent demander au tribunal, effectivement. Et tu l'as dit, mais on peut le redire parce que c'est tout à fait important. Usufruit et nue propriété, normalement la répartition. Normalement, usufruit, c'est l'affectation du résultat, donc la décision ordinaire. AGO, oui. AGO, et nue propriétaire, c'est lui qui va décider les distributions de réserves et qui aura vocation à appréhender les réserves en cas de distribution et tout ce qui va modifier les statuts. Mais avec la possibilité, alors là, mais dans des conditions effectivement, de tout prévoir. Ça. On peut aménager ça, effectivement, en prévoyant que ce sera l'usufruitier qui votera aux assemblées générales extraordinaires. Ouais. Donc il y a une jurisprudence abondante sur le sujet auquel je vous renvoie. Effectivement, c'est un sujet intéressant mais très particulier, quoi. Normalement, dans un cours de droit des sociétés, ils ont dû entendre parler de ça. Voilà, effectivement. Bon, je crois qu'on a à peu près tenu le temps qu'il nous fallait. Donc on se retrouvera, donc vous aurez une vidéo qui montre comment on fait concrètement avec un numéro d'acteur absolument faramineux. Je vous laisse le découvrir. Et puis, la prochaine fois, c'est la séance 4, c'est-à-dire vendons l'entreprise. Voilà, merci beaucoup. Merci de votre attention, comme on dit. Hop, ça tu peux le mettre à la poubelle. On en a des doubles.